Je suis André Lorty, co-animateur de ce projet de recherche. Avec Martine Drozd, je suis membre de l'équipe IPROS de l'UMR Auxerre et Martine Drozd étant membre du LATS. Ce projet de recherche est mené. Il est encore en cours. Notre financement s'achève, je vais en dire deux mots tout à l'heure. Mais le projet, lui, se poursuit. C'est un peu l'esprit de ces projets amorçage, bien sûr. C'est d'engager des dynamiques de recherche inter-équipes pluridisciplinaires nouvelles. Ce projet, en vérité... Donc, quelques mots sur les partenaires. Donc, le LATS, Laboratoire Technique Territoire Société que vous connaissez, UMR 8134 du CNRS, qui est basé aux Ponts et Chaussées, enfin à l'école des Ponts Paris-Tech, pardon, à l'NPC. L'IPROS, c'est une équipe un peu périphérique, à Gustave Eiffel. Il s'agit de l'équipe de recherche de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, Institut parisien de recherche, architecture, urbanistique, société, comme vous avez sous les yeux. Et pour mener ce projet, nous avons sollicité nos collègues de l'atelier parisien d'urbanisme, donc l'agence d'urbanisme de la commune et du département de Paris, mais dont on connaît les activités qui s'étendent bien au-delà de leur territoire administratif. Ce projet prolonge un certain nombre de questionnements qui avaient été initialement mis au travail dans le cadre du LABEX Futurs Urbains, notamment à travers un groupe transversal de travail, le groupe Production urbaine et marché, POUM, dont j'assure dernièrement la coordination justement avec Martine Drozd, comme quoi ces rapprochements peuvent mener à diverses occupations. Donc ce questionnement prolonge ceux déjà mis au travail dans le groupe POUM. Un questionnement, disons, très surplombant, c'est qu'est-ce qui fonde les modalités de production matérielle des territoires. Et nous nous y sommes intéressés du point de vue de la morphogénèse, donc de la genèse des formes urbaines, ce qui est plutôt du domaine évidemment de l'architecture, et croisé avec les logiques de production, notamment économiques, j'y reviendrai dans un instant, mais aussi environnementales. Disons, dans le cadre de ce projet, ce questionnement très général s'est affiné sur le cas de Paris comme laboratoire de la production réglementaire urbaine en France, sur lequel on a posé un certain nombre d'hypothèses, c'est le titre anglais de notre projet, Smart Urban Rules ou Smart Rules. Nous avions comme préoccupation de pouvoir trouver un mode d'analyse et de compréhension de la réglementation parisienne qui puisse nous permettre de la comparer à d'autres villes, notamment Londres, puisque Martine Drozd est une des géographes qui s'intéresse particulièrement à la production urbaine au Royaume-Uni. Donc, comment comparer ce laboratoire à celui d'autres villes ? En gros, comment on en est arrivé là ? En fait, vous avez ici une image assez, disons, pas tout à fait banale, mais un peu caractéristique du paysage parisien, avec à droite un immeuble issu de la réglementation du 19e siècle, des années 1850, révisé dans les années 1880, etc. Tout de suite à sa gauche, un exemple typique de la réglementation de 1902, puis encore à gauche, un immeuble issu des règles du PUD, l'urbanisme directeur, qui lui date des années 60. Enfin, il a été approuvé, à partir de 1959, puis ensuite révisé par le plan d'occupation des sols, dont on n'a pas d'exemple ici, mais disons, ce paysage assez particulier nous parle de l'évolution de ces réglementations, tout en nous parlant aussi de l'attention que chaque époque porte aux époques précédentes, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ce projet est basé sur quelques hypothèses qu'on peut résumer par les 3 E, donc économie,
esthétique-environnement. Et c'est là qu'on apporte quelque chose d'un peu original à ces réflexions sur la réglementation et qu'on a souhaité mettre au travail dans des journées d'études sur lesquelles je reviendrai dans un instant avec la dernière diapositive. Donc, les 3 E, c'est-à-dire la production urbaine parisienne moderne, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, 1882 notamment, puisque c'est un moment réglementaire important, repose sur une forme d'arbitrage. Un arbitrage qui est mené en fonction d'une étude sur l'état de la ville au moment où les arbitrages sont menés. Par exemple, 1902 s'appuie sur les résultats du casier sanitaire des maisons, qui est une grande enquête qui est menée à la fin du 19e siècle et qui vise à repérer les maisons qui tuent, donc les maisons qui rendent malades parce qu'elles sont mal aérées, mal exposées au soleil, etc. Donc, je ne discuterai pas de ce qui fonde cette hypothèse, mais voilà, c'est le cas. La réglementation du PUD, fin des années 50, début des années 60, repose sur une autre analyse, c'est celle de la rente. Donc les îlots seraient mal occupés. Donc il y a des enquêtes qui sont faites sur l'occupation des îlots en termes de mètres carrés, etc., de qualité des constructions. Et le plan d'occupation des sols, lui, reviendra après cet épisode du plan d'urbanisme directeur, qui est quand même relativement destructeur en ce qui concerne Paris, sur une préoccupation des paysages urbains. Donc vous voyez, on a trois aspects qui illustrent ces 3 E. Donc l'environnement ou la question hygiénique qui est liée aux qualités environnementales des immeubles. Sont-ils bien aérés, bien ventilés, bien exposés au soleil, etc. La question de la rente ou de l'économie, est-ce que les immeubles parisiens produisent suffisamment de rente? Est-ce qu'ils sont, disons, raisonnables d'un point de vue économique? Est-ce que l'occupation des îlots, est-ce que les formes urbaines est raisonnable d'un point de vue économique? Et enfin, l'esthétique, le paysage de la rue, il n'est pas absent du règlement de 1902. On a souvent dit du règlement de 1902 qu'il était le résultat d'une réflexion sur, avec ces beaux windows, etc., sur la monotonie de l'immeuble du Second Empire. Et donc, en réaction, il y aurait un souhait d'une évolution des conditions esthétiques de production des immeubles. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que ces 3 données sont en permanence en lien les unes avec les autres, et que si on souhaite faire des beaux windows dans le règlement de 1902, c'est entre autres pour compenser une perte de constructibilité liée à la question hygiénique qui amène à réglementer sur les cours et à avoir des prospects qui augmentent la grandeur, la taille. Donc voilà, c'est cette hypothèse qu'on a développée et qui, évidemment, doit être observée aussi, analysée en fonction des grands cadres réglementaires et législatifs qui s'imposent en France à ces différentes périodes. Donc voilà, cette idée de pouvoir comparer Paris à d'autres villes, c'est sur la base de cette méthodologie d'arbitrage en termes de règles qui nous permet aussi de voir comment ça se passe dans d'autres villes. Comment arbitre-t-on entre les questions environnementales, les questions économiques et les questions d'esthétique? À Londres, par exemple, en ce qui concerne les immeubles de grande hauteur, est-ce un débat ou non? Et si oui, alors comment arbitre-t-on les constructions dans ces conditions-là? Donc on a mené notre travail dans le cadre d'un budget, je disais premier par l'ordre, mais peut-être pas par l'importance, donc de 11 000 €. On l'a entièrement dédié à la valorisation de journées d'études. Donc on a mis au travail nos hypothèses en lien avec l'atelier parisien d'urbanisme et notamment ces anciens directeurs qui ont connu les règles des années 60, celle du passage au poste dans les années 70 et celle actuelle d'un PLU de 2006 qui est en train d'être révisé par un nouveau PLU dit bioclimatique où vous voyez à nouveau poindre cet arbitrage sur les questions environnementales liées aux questions de la rente et liées à la question esthétique du paysage qui n'est jamais absente. Voilà, donc le budget a été entièrement dédié à l'organisation de ces tables rondes, à leur transcription et à leur rédaction critique et à leur traduction sous forme de synthèse. Voilà, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Je vous remercie. Merci.